Salut à tous, c'est Komi Z. Aujourd'hui, on va parler d'un film que je n'avais pas prévu de traiter en vidéo, puisque je n'en avais jamais entendu parler avant ça. C'est Greenland, le dernier refuge. J'avais perdu le titre en VF. Et donc, je l'ai vu à la télé, parce que oui, ça m'arrive encore de regarder à la télé, même si c'est vrai qu'il y a quand même pas grand-chose d'intéressant. Et donc là, on y retrouve un film catastrophe avec Gerard Butler, qui est quand même un peu un adepte du genre, parce qu'il a fait beaucoup de films, notamment des films catastrophes avec Geostorm, et sûrement plein d'autres que j'ai oubliés, mais bon, il y en a quand même un certain nombre, et aussi beaucoup de films d'action, c'est pour ça que je le connais d'ailleurs, parce que moi je regarde beaucoup de films d'action. Bref, donc je vais d'abord vous résumer un petit peu le synopsis sans spoiler, puis je vous dirai à quel moment je commencerai à spoil, parce que j'ai besoin de parler de la fin, parce que oui, j'ai un problème avec la fin, c'est un running gag de cette émission, mais c'est un peu vrai. Bref, donc on y retrouve Gerard Butler dans un rôle dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas très grave, qui joue un père de famille en voie de séparation, hein, donc c'est une famille dysfonctionnelle. On l'a déjà vu dans plein de films catastrophes. Je citerai notamment San Andreas où le père est divorcé. Il y en a beaucoup d'autres. Là, je retrouve plus les noms, mais c'est quelque chose qui revient quand même très très souvent. Et ensuite, à la fin du film, ils se réconcilient et tout. Bref, c'est un grand classique qui d'ailleurs aide souvent à la happy end. Mais bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu tellement classique que ça en devient vraiment très chiant. Bref. Toujours est-il que donc, on y retrouve cette petite famille qui est tranquille, avec le père qui est revenu pour une fête avec son enfant, enfin bref, peu importe. Et il va donc y avoir une comète qui doit passer à proximité de la Terre, et évidemment, comme dans des films catastrophes, elle va pas passer à proximité de la Terre, mais plutôt nous tomber sur la figure. J'ai pas envie de forcément de critiquer ce scénario, qui est pas si illogique que ça, hein, parce que je vous rappelle quand même qu'on s'est pris une météorite dans la figure que personne n'a vu arriver et qui est juste tombé dans l'eau, mais qui aurait très bien pu tomber sur un continent, qui d'ailleurs était en direction de la Chine à la base. Donc ça peut totalement arriver, hein. Bon là, c'est une pluie de comètes quand même un peu vénère, mais c'est pas quelque chose de complètement irréaliste non plus. Enfin, dans l'idée, c'est pas complètement irréaliste, hein. Et puis les dinosaures, je pense que s'ils étaient vivants, ils pourraient vous confirmer que c'est vrai. Même, même ceux qui pensent que les dinosaures n'ont jamais existé, mais bon, on va pas s'attarder sur ça. Bref, donc du coup, je vais commencer un peu plus à spoiler, parce qu'il faut que je raconte le déroulé de l'histoire. Je le ferai pas en entier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est quand même un film assez long, je pense qu'il doit faire facilement 2 heures, j'ai pas fait attention, mais je pense que on doit être pas loin. Il se passe beaucoup de choses, pas forcément uniquement avec le côté comète d'ailleurs, ce qui est un peu étonnant, mais c'est plutôt cool. Donc, dans un premier temps, sa famille est sélectionnée pour être sauvegardée, en fait, quelque part, sur des bunkers, qui sont, bon, ça on le saura beaucoup plus tard, mais qui sont au Groenland. D'où le titre. Donc, la première chose qu'il fait, c'est qu'il s'y rend. Il est obligé d'ailleurs de n'apporter que sa famille et personne d'autre. Donc, il est obligé d'abandonner ses voisins et les amis de ses enfants, etc. parce que il peut pas les emmener. C'est une scène un peu bouleversante, mais c'est quelque chose d'assez réaliste, hein, finalement. Si ça arrivait, c'est sûr que tu peux pas sauver tout le monde, hein, c'est l'âge de Noé quelque part. Et donc, il s'y rend. Euh, Évidemment, il y a des émeutes un peu partout. Ça commence à partir en steak. Vous vous en doutez, c'est un film catastrophe, apocalyptique. Donc, on y retrouve beaucoup de choses qu'on voit d'ailleurs dans World War Z. Mais finalement, j'y reviendrai plus tard, parce qu'il y a certaines scènes qui me font vraiment beaucoup penser à World War Z. Je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais comme le film est très vieux, World War Z, ça m'étonne pas qu'il ait servi de référence sur certains points. Notamment pour une pharmacie, mais j'y reviendrai. Donc, ils se rendent à l'aéroport, et parce que c'est là qu'ils doivent être emmenés. Et donc, après avoir passé la grille, le père se rend compte qu'il a oublié l'inhalateur de son fils. Enfin non, bref, les piqûres pour un truc anti-diabète. Oui, je me suis trompé, j'ai dit inhalateur parce qu'en fait c'est ce qu'il y a dans World War Z. Bref, vous voyez à quel point le scénario est proche. Et donc, il est obligé de retourner en arrière. Sauf que le temps qu'il revienne, sa femme est allée parler à un des militaires en disant que son mari est allé chercher la piqûre pour son fils. Et quand ils comprennent que du coup l'enfant en fait il est malade, décident finalement de ne pas les emmener. Ouais, c'est cruel, hein, mais c'est quand même un peu compliqué d'emmener quelqu'un qui a du diabète dans un bunker où ils vont être enfermés pour une durée indéterminée. Donc c'est vrai qu'à sauver, c'est pas forcément l'idéal. Voilà, ça a au moins le mérite de faire poser la question morale de est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je dirais que c'est compréhensible, mais c'est sûr que c'est horrible. Voilà, pour mon avis global sur ça. Et donc, ils se font dégager de l'aéroport. Lui, il y retourne, mais au final, au moment d'entrer dans l'avion, il se rend compte que sa famille n'y est pas, donc il ressort.
Ce qui d'ailleurs déclenche un peu une explosion, parce qu'il y a des gens qui se sont infiltrés sur l'aéroport et tout. Cette scène était un peu difficile à comprendre, j'ai pas trop compris comment les gens étaient rentrés. C'est pas directement à cause du gars qui est ressorti, hein, parce qu'ils ont dû rouvrir l'avion pour qu'il parte. C'est pas directement à cause de lui, mais tous les événements vont finalement avoir pour conséquence de faire exploser un des avions et de devoir du coup d'avoir plein de gens qui ne peuvent pas aller au bunker à cause de l'avion explosé. Voilà, donc c'est quand même comme quoi vraiment l'effet papillon est un peu vénère. Et donc il repart en arrière, essaye de retrouver sa famille, et finalement la majorité du film ça va être ça, d'essayer de retrouver la famille qui du coup elle va avoir aussi des soucis, notamment la mère va se retrouver en covoiturage avec la pire famille du monde qui va du coup essayer de kidnapper son fils. En fait, la raison de ça, c'est qu'ils ont des bracelets, sauf que pour être embarqués dans les avions, sauf que les bracelets sont nominatifs, il y a leur nom écrit dessus, et en plus, l'enfant, au moment de la vérification, va dire que c'est pas ses vrais parents, donc ça va foirer. Et finalement, la mère va avoir un peu de mal à retrouver son fils, mais va quand même réussir à le retrouver à la base militaire. Quant au père, lui, il va se retrouver dans un bus, enfin dans un espèce de bus militaire, un peu quelque part. En tout cas, ça y ressemble à se faire agresser par un mec pour son bracelet, encore une fois. Ce qui est stupide, hein, le bracelet est nominatif et en plus ils ont été refusés, ce qui fait que du coup le bracelet n'est même plus valide. C'est d'ailleurs ce qui se passe un moment plus tard dans le film, on découvre que les bracelets sont même pas valides. Voilà, donc tout ça pour rien. Je crois que d'ailleurs là, dans le résumé, je vous ai passé la scène de la pharmacie où à un moment la mère va dans une espèce de pharmacie et c'est une scène qui fait très penser à World War Z, quasiment plan par plan, enfin pas vraiment plan par plan, mais on s'y rapproche beaucoup dans un magasin, à un moment avec l'apocalypse, avec les rayons qui sont vidés, dévalisés, et au moment où elle arrive à la pharmacie, il y a des gens armés qui arrivent et qui font dégager tout le monde. Là où dans World War Z, c'était une seule personne qui arrivait, sur qui Brad Pitt tirait, et d'ailleurs après il y avait une scène assez marrante, mais je l'avais déjà dit dans la critique sur World War Z, vous pouvez aller le voir d'ailleurs si ça vous intéresse, où il tire sur cette personne et le flic, on pourrait croire qu'il vient le chercher, sauf qu'en fait pas du tout, et il va juste chercher de la nourriture ou de l'essence. Bref, peu importe, je me suis éloigné du sujet. Donc lui, après s'être battu dans le bus, son véhicule va le véhicule va du coup déraper et puis il sera inutilisable. Donc au bout de pas mal de péripéties, ils vont finir par réussir à se retrouver avec chez le père de la femme. Et c'est de là donc qu'on va partir sur la deuxième partie du film, puisque la première partie c'était finalement assez peu orienté catastrophe, hein. Finalement c'était vraiment juste le côté apocalypse qui était en train d'arriver. On voit quelques scènes hein, d'ailleurs assez bien foutues pour le coup qui faisaient un peu flipper, parce que t'as des moments où c'était filmé un peu façon fan footage avant que la personne se prenne une comète par la figure, donc franchement ça c'était assez intéressant. Le film est très bon de manière majoritaire sur le côté effets spéciaux, je les ai trouvés vraiment très bons. Il date de 2020, mais moi je le trouve vraiment très très bien. Et donc, ouais, ensuite, la deuxième partie, ça va être vraiment de partir de l'endroit donc de la maison du père en voiture pour essayer de rejoindre un aéroport et de réussir à aller au Groenland. Alors, j'ai plusieurs problèmes sur cette deuxième partie. Pas forcément pour les raisons que vous pensez. Justement, il va y avoir beaucoup plus de scènes à effets spéciaux avec les comètes qui vont commencer de plus en plus à tomber, avec la grosse qui se rapproche de plus en plus. On a une scène excellente où ils sont coincés dans les bouchons et d'un seul coup il se met à tomber plein de petits cailloux qui font des dégâts incroyables. J'adore cette scène. Cette scène est géniale. Ils finissent par se cacher sous un pont. Enfin, cette scène est géniale. Il y a juste un truc qui m'a dérangé, mais c'est le même problème que j'ai avec San Andreas. J'en parlerai peut-être un jour si je parle de San Andreas sur la chaîne. C'est qu'en fait, à un moment, alors qu'il venait d'être caché sous le pont, t'as le personnage principal, donc, qui est. J'ai oublié comment il s'appelle, l'acteur. Gerard Butler, qui sort de sa cachette pour aller aider quelqu'un qui était dans une voiture en feu. Bon, soyons clairs, soyons réalistes, il l'aurait pas fait dans la vraie vie, pour des raisons évidentes de sécurité, parce que bon, se mettre en danger juste à côté de sa famille, c'est quand même pas une idée de ouf, surtout pour des gens que tu connais pas et qui sont déjà très très mal barrés parce qu'ils venaient de sortir d'un accident. Donc bon, c'est le même problème que j'ai avec San Andreas, où à un moment t'as Dwayne Johnson qui sauve une famille alors que lui-même était avec sa famille, donc il y a techniquement aucune raison valable d'aller sauver les gens, de prendre des risques de malade, même si je sais que dans le film, dans San Andreas, c'est presque plus justifié parce qu'il est secouriste, donc je peux comprendre qu'il ait pas envie de laisser des gens crever. En l'occurrence, ça marche pas vraiment avec Gerard Butler qui était juste architecte. Enfin, on ne dit pas vraiment qu'il était architecte, mais c'était un métier similaire, donc on va dire que c'était ça, bref. Donc voilà, j'ai un petit problème avec ça, mais encore à la limite, c'est assez mineur par rapport au reste. Donc ensuite, ils arrivent à récupérer, à aller sur l'avion.
L'avion qui d'ailleurs au démarrage est prêt à décoller sans eux, lui il se met sa voiture devant pour les empêcher de décoller, mais ils sont assez gentils pour le laisser garer sa voiture et venir alors que juste avant il est en train de les menacer. Bref. Donc là j'ai un petit peu rush, on est quasiment à la fin du film. Ils arrivent ensuite au Groenland, après pas mal de péripéties. D'ailleurs, j'ai plusieurs problèmes sur l'avion, enfin au moins un, où justement ils arrivent au Groenland et t'as une belle comète qui tombe et qui fait un souffle incroyable. Et t'as l'avion qui genre vraiment vole, enfin vraiment qui dégage du truc, vraiment ça le projette, et t'as l'avion qui reprend comme si de rien n'était. Ok, alors, un avion c'est pas connu forcément pour sa stabilité légendaire. Je suis pas vraiment sûr qu'ils auraient pu redresser la barre en fait. Moi, à mon avis, ils auraient dû tous crever à ce moment. Mais j'ai un autre problème sur le fait qu'ils arrivent donc du coup au bunker de manière illégale, hein, parce que finalement c'est ça, là, si on résume la chose, ils ont même plus les bracelets, ils ont plus rien. Et en fait, tout le long du film, je me suis posé deux questions. Et j'y viens. La première question, c'est ok, ils veulent aller là-bas au Groenland. C'est super. Et comment ils vont rentrer dans les bunkers? Parce que je rappelle quand même que pour aller dans les avions, il fallait montrer les 3 bracelets, que les bracelets soient valides, que ce soit validé par les militaires, etc. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retrouver nez à nez au bunker fermé, et ils vont faire quoi? Tu vois? Et en fait, bah, ils vont réussir à rentrer parce que les militaires vont carrément venir chercher le groupe sans se poser de questions et les faire rentrer sans vérifier. J'étais en mode, ouais, vous voulez pas vérifier quand même qu'ils ont le droit d'être là et tout, parce que si tu mets en place toute une organisation pour avec des bunkers, des provisions, des machins, parce qu'en plus ils savent pas combien de temps ça va durer, etc. Bah tu prends pas des gens au pif en fait qui sont pas inscrits sur la liste, tu vois. Et là ils ont pris tout un groupe sans se demander quoi que ce soit, donc ça vraiment très bizarre, très très bizarre. Et ensuite je me suis posé une autre question, mais bon ça j'y viendrai plus tard parce que c'est lié à la fin du film. Donc du coup bon là j'ai un petit peu jump, hein. Vous savez que du coup ils vont rentrer dans le bunker. Bon, est-ce que c'est une surprise? Pas vraiment. Et du coup, ils vont ressortir au bout de 9 mois, je crois. Enfin, je n'ai pas très bien compris, mais en vrai, c'est pas très important. La planète est dévastée, parce qu'il y a eu la collision, hein, donc vraiment, le monde est quasiment dévasté. Il n'y a que les bunkers dans plein de pays qui ont survécu. J'ai du mal à y croire, mais passons. Visiblement, la morale du film, c'est de se planquer dans un bunker. J'ai plusieurs problèmes avec les bunkers. Donc, on va pouvoir, euh, on va pouvoir bientôt venir à mes autres questions et mes autres problèmes avec ce film. Bon, déjà, on a très bien compris hein, qu'après ces trucs, normalement, il n'y a plus rien qui a survécu à cet impact, et même, j'irai plus loin, euh, il devrait même plus y avoir de vie, et je pense que même tu pourrais pas sortir du bunker, peut-être même que tu aurais dû mourir dans le bunker à cause du froid. Vous inquiétez pas, je vais développer plus tard. Et donc, en sortant, il voit des oiseaux, tout va bien, happy end, et il y a plein de transmissions qui arrivent de plein de bunkers différents. Bon, alors, c'est une fin heureuse, mais j'ai plein de problèmes avec ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Déjà, tout au long du film, je me suis posé la question, une question légitime, je pense. Est-ce que c'est mieux de survivre à ce genre d'événement, vraiment cataclysmique, hein, qui met vraiment la Terre dans un état pathétique? Il n'y a pas beaucoup de films qui se retrouvent vraiment avec une Terre complètement dévastée à la fin du film, parce qu'en général, les effets se rétractent, voire s'annulent un peu avant que ce soit vraiment au point cataclysmique, c'est-à-dire que c'est rattrapable, en quelque sorte. C'est très rare que tu arrives vraiment sur une Terre dévastée. Là, la Terre est dévastée, vraiment. Tous les bâtiments, enfin toutes les villes sont détruites, il y a quasiment aucun survivant, il n'y a pas beaucoup de vie qui a survécu. Là, on est vraiment sur une terre dévastée. Alors, j'ai plusieurs problèmes. Donc déjà, moi, ma question, c'était plutôt, est-ce que c'était intéressant de survivre à ça? Parce que, ok, tu vas dans un bunker, machin et tout. Déjà, tu n'as aucune idée de quand est-ce que tu vas pouvoir sortir du bunker, et en plus, je sais pas combien de provisions ils ont prévues, mais bon, ils peuvent pas savoir combien de temps ça va durer, donc moi, pour moi, c'est vraiment un moyen de se retrouver finalement à devoir bouffer les autres, parce que tu n'as aucune idée de combien de temps tu vas rester coincé dans le bunker, et survivre à l'apocalypse pour mourir dans un bunker, j'avoue que c'est pas l'idée qui m'emballe le plus, quoi. Un autre problème que j'ai, c'est qu'on nous dit dans le film que c'est un astéroïde plus gros, enfin une comète, enfin on s'en fiche, peu importe, ça change pas grand-chose, qui est plus gros que l'astéroïde qui a détruit toute civilisation des dinosaures. Je rappelle quand même, pour ceux qui ont oublié, que, ok, il y a beaucoup de dinosaures qui sont morts de l'impact, mais pas la majorité. De quoi sont-ils morts, vous allez me demander peut-être? La poussière. Ça a dégagé tellement de poussière que, très rapidement, et pendant des mois, voire des années, enfin ça on sait pas vraiment combien de temps ça a duré, en tout cas suffisamment pour annihiler toute vie survivante, ça a fini par créer un nuage de fumée tel que ça a caché le soleil, réduisant la température à des températures glaciaires, et donc toute vie a quasiment cessé à ce moment-là. Et vous comprenez peut-être là où je veux en venir, c'est que 9 mois plus tard, il n'y a aucune chance que tu vois le soleil.
Vraiment aucune chance. Surtout que si c'était un astéroïde qu'on a dit plus gros, il y a aucune chance que tu vois le soleil, la Terre devrait être dévastée et gelée, et aucune vie n'aurait dû survivre. Forcément, c'est une fin beaucoup moins heureuse que les films catastrophes qu'on connaît, mais là, je suis désolé, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que là, on est sur un cataclysme qui, là, c'est réellement passé. C'est-à-dire, on n'est pas dans le jour d'après où le truc s'est annulé avant que ça devienne cataclysmique. On n'est pas dans Geostorm où on a réussi à annuler au dernier moment le truc pour que finalement les catastrophes n'arrivent pas. Non, là, la catastrophe, elle est arrivée réellement comme prévu. Et, euh, et juste, bah non, là, c'est pas une bonne fin en fait. C'est-à-dire que là, les gens, il y a aucun survivant, il y a personne qui aurait pu survivre à ça. Et même s'ils avaient pu survivre, ils seraient bloqués dans le bunker et ils finiraient par y mourir de faim et de soif. Donc voilà. J'ai plusieurs problèmes avec cette fin, mais sinon c'est un très bon film majoritairement. Je trouve juste dommage qu'effectivement le film, je trouve qu'il s'effondre tel un château de cartes à la fin. Mais bon, hein, vous commencez à me connaître, c'est souvent le problème que je mets en avant dans mes films, dans mes critiques, c'est que souvent c'est la fin qui fout tout en vrac. C'est pas facile. C'est pas facile de faire une fin qui conclut bien une histoire et tout, j'en suis très bien conscient. Mais c'est vrai que là, bon, la fin est joyeuse, mais clairement, ça marche pas trop. Bref, je vais m'arrêter là. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter votre avis et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater. C'était Call Me AZ, à plus.